Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième vidéo. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire sur le tableau des molécules que vous aviez à compléter. Je rappelle au passage que le but de l'activité n'était pas de pomper tout sur le net, mais d'essayer d'utiliser son cerveau et de comprendre comment est-ce que l'on écrit la famille de molécules, à quoi correspond son nom et comment le modéliser. Voilà, voilà. Alors, hop, normalement on voit mon curseur qui apparaît ici. La première molécule ici, c'est le CO2. Vous la connaissez. Son nom, du coup, c'est le dioxyde de carbone. Elle est relativement connue, on l'a vu ensemble, vous l'aviez vu aussi en SVT, on l'a revu, vu et revu. Ok. Maintenant, on va se poser la question de ça veut dire quoi cette formule? Qu'est-ce qu'elle a comme sens? Alors, on regarde, on voit qu'il y a un C. C, on sait que c'est pour carbone maintenant. Ok. On voit un O. O, on sait que c'est pour oxygène. Maintenant qu'on sait ça, il va falloir compter. Alors, le C, il n'y a pas de chiffre. Juste derrière le C, il n'y a rien. On passe directement au O. Donc s'il n'y a rien, par défaut, ça veut dire qu'il y a un seul atome de carbone. Alors que pour l'oxygène, on voit qu'il y a un petit 2 ici. Donc, c'est qu'il y a deux atomes d'oxygène. Et donc, voilà à quoi ressemble notre molécule. On voit bien ici, au centre, l'atome de carbone. Et ici, les deux oxygènes. Donc, c'est bien CO2. Donc là, je vous ai mis la représentation avec les sphères. On peut voir aussi ce qui se passe entre les sphères. Comment? Eh bien, regardez, si jamais je diminue la taille des atomes, on peut voir ici apparaître des espèces de tiges. Alors, je rappelle que c'est un modèle. Ce n'est pas exactement comme ça que c'est dans la réalité, mais ici, on voit que chaque atome est lié aux autres atomes. Si vous vous rappelez de la première vidéo, j'avais dit que certains atomes avaient un nombre de liaisons entre guillemets maximum. L'oxygène pouvait se lier jusqu'à 2 fois, et le carbone jusqu'à 4 fois. Et là, on remarque que dans notre CO2, c'est effectivement le cas. L'oxygène là est lié 2 fois, l'oxygène ici est lié 2 fois, le carbone, lui, est lié 4 fois. 1, 2, 3, 4. On passe au monoxyde de carbone. Alors le monoxyde de carbone, il a un nom qui ressemble énormément au dioxyde de carbone, sauf que c'est plus di qu'on trouve, mais c'est mon, comme mono. Et mono, en fait, ça veut simplement dire un. On a ici la confirmation. Sa formule, ce sera donc CO, et la molécule associée, ce sera celle-ci. Un atome de carbone et un atome d'oxygène. Donc vous voyez ici en haut, représenté en 3D, une molécule de monoxyde de carbone. On voit la comparaison avec le dioxyde de carbone juste ici. Le monoxyde de carbone, on voit bien effectivement que contrairement au CO2, il n'a qu'un seul atome d'oxygène, donc de formule CO. Alors, petit point important quand même sur le monoxyde de carbone, lors des incendies, c'est lui qui a tendance à faire le plus de victimes, avant même les flammes. Pourquoi? Vous remarquez quand même qu'il a une forte ressemblance, certes, avec le CO2, mais il ressemble beaucoup au dioxygène. Et donc, de manière simplifiée, il a tendance à directement prendre la place du dioxygène de l'organisme, sauf qu'il n'a pas du tout les mêmes effets que le dioxygène. Et donc, peu à peu, votre corps se sature avec une molécule qu'il pense être la bonne, mais qui ne l'est pas. On va passer ensuite donc au monoxyde de dihydrogène. Donc il est ici. Alors pareil, monoxyde, bon, on sait qu'il va y avoir un seul O, parce que c'est la même chose qu'ici. Par contre, c'est plus de carbone, c'est de dihydrogène. Di, ça veut dire quoi? Eh bien, on n'a qu'à regarder une autre molécule qui a ce di. Dioxyde, par exemple, on sait que ça correspond à 2. Hydrogène, on connaît très bien. Donc dihydrogène, c'est qu'il y a 2 hydrogènes. Et monoxyde, c'est qu'il y a un seul O. Donc 2 hydrogènes H2O. Ce qu'il y a que dans cette molécule, il y a un atome, hop là, un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Cette molécule,
certains l'ont peut-être reconnu, il s'agit de l'eau, tout simplement. C'est la molécule d'eau. Alors tous les petits malins qui à formule m'ont dit, enfin m'ont écrit plutôt DHMO, je sais officiellement que vous êtes allé pomper sur le net, car DHMO, c'est le nom qu'on lui a donné lors d'un canular pour piéger les petits malins. Et donc, bah, si vous l'avez écrit, c'est que vous êtes un petit malin piégé. Bon bref, c'est pas bien grave, mais DHMO en fait ça veut dire quoi? Bah c'est le raccourci de monoxyde d'hydrogène, mais en anglais. DH pour dihydrogène, MO pour monooxyde. Donc c'est pas la formule, c'est un raccourci. La formule c'est ça. Dans la formule, on doit voir apparaître les différents atomes. Voilà. On passe au suivant, l'ammoniac. Hop, voilà. Alors l'ammoniac de formule NH3. On va regarder simplement ensemble. On voit qu'il y a N, on voit qu'il y a H3. N, alors attention c'est le piège, ce n'est pas un mot qui commence par N, mais c'est bien azote. Alors je rappelle que c'est N parce que en anglais on utilise nitrogène, ce qui fait que de manière mondiale on a adopté la lettre N, et nous en français on fait pas comme les autres, donc on va appeler ça azote. Mais la formule reste quand même N pour l'atome d'azote. Donc on a bien un atome d'azote, je l'écris, un atome d'azote, voilà. H c'est pour hydrogène, 3, donc il y en a 3, on a 3 atomes d'hydrogène. Voilà. Je vais mettre une majuscule. À quoi il ressemble NH3? Il ressemble à cela. On a un atome de, enfin, pardon, un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Et donc voici l'ammoniac en 3D. Alors cette molécule, donc l'ammoniac, vous la connaissez certainement. Vous connaissez sûrement même son odeur, car c'est une odeur très très désagréable, à la fois âpre et acre, que l'on trouve dans les dissolvants pour vernis à ongles ou dans certains produits ménagers. Alors attention, cette molécule est dangereuse, irritante, toxique, donc à ne manipuler qu'avec l'équipement adéquat. L'acétylène maintenant. Alors là, cette fois-ci, on est piégé parce que dans le nom, il n'y a pas d'indication. Alors, pour les chimistes, acétylène, c'est une indication, car ce nom, en fait, c'est une sorte de code pour savoir de quelle molécule on parle. Donc les noms ne sont pas donnés au hasard, il y a un vrai sens. Pour nous aider, on a quoi? Eh bien, on a juste le modèle. Alors dans ce modèle, on voit qu'il y a 2 sphères noires et 2 sphères blanches. Les sphères noires, on sait que ce sont les carbones, donc il y a 2 atomes de carbone. Et les sphères blanches, on sait que c'est des atomes d'hydrogène, donc il y a 2 atomes d'hydrogène. Hop, voilà. Bon, maintenant qu'on a ça, la formule on la connaît en fait. 2 atomes de carbone, ça va donc être C2. 2 atomes d'hydrogène, ça va être H2. Et voilà, j'ai écrit ce que c'est que l'acétylène, c'est du C2H2. On passe à l'éthane. L'éthane, ça ressemble à méthane, et pour cause, en fait, ça fait partie de la même famille, la famille des alcanes. Alors, à quoi on reconnaît les alcanes? C'est très simple, ils ont une grande chaîne de carbone complétée par d'hydrogène. Donc le méthane, c'est le premier, il n'y avait qu'un seul atome de carbone. L'éthane, c'est le deuxième. 2 atomes de carbone, donc C2. Hop là, pardon, C2. H6. Pourquoi H6? Parce que j'ai bien 6 atomes d'hydrogène. Et donc la molécule ressemble à cela. Alors petit aparté, vu qu'on vient de parler de l'éthylène et de l'éthane, j'ai pas précisé à quoi elles servaient. Alors globalement, ce sont des hydrocarbures, c'est-à-dire que ce sont à la fois des molécules qui sont faites de carbone, d'où nom carbure,
et d'hydrogène, d'où le nom hydro. Donc hydrocarbures, ce sont les molécules qui sont faites de carbone et d'hydrogène. Et la plupart sont utilisés car ce sont d'excellents combustibles. Donc on a effectivement l'éthylène, on a l'éthane qu'on a vu, mais on a aussi le propane, on a le butane, et il y en a encore bien d'autres. Et on a enfin mon erreur à moi, ma petite voilà, petit fail comme on dit. Je vous ai mis ici glucose. Sauf qu'au départ, je ne savais pas trop si je vous mettais le glucose, si je vous mettais une autre molécule. Et j'hésitais entre le glucose et l'adrénaline. Et il se trouve que l'image qu'on a ici, c'est l'adrénaline. Donc tous ceux ici qui m'ont donné la formule du glucose parfaite, il va falloir m'expliquer comment vous avez fait avec une mauvaise image. Est-ce que ce serait pas la même raison pour laquelle ici, j'ai retrouvé plusieurs fois des HMO? Je pense que si. Bon, blague à part, on va donc nous utiliser l'image qu'on a, hein, c'est-à-dire celle de l'adrénaline. Et alors là, maintenant, pour savoir ma formule, c'est simple, je vais vous donner ici les 4 lettres des 4 atomes contenus dans la molécule. On a le carbone, ce sont les sphères noires. On a l'azote, c'est la sphère bleue, pardon. Hydrogène, c'est les sphères blanches. Et oxygène, ce sont les sphères rouges. Eh bien, il n'y a plus qu'à compter. Allez, alors, le plus simple, c'est celui-là. Il est tout seul, donc on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul azote. Donc, je marque 1. Bah non, perdu. Je marque rien du tout. On a dit tout à l'heure que quand il n'y a qu'un seul atome, on ne met pas de chiffre. Donc, ce sera juste N. On passe auquel? Oxygène. Allez, oxygène, il y en a 1, 2, 3. Donc là, pour le coup, effectivement, on met O3. Bon, eh bien, on va passer quand même au carbone peut-être pour voir un petit peu. Alors, les carbones, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, c'est 9, N, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 et O3. C9, N, H13, O3. Donc la composition, eh bien j'ai 9 atomes de carbone, j'ai dit, un atome d'azote, 13 atomes d'hydrogène et enfin 3 atomes d'oxygène. Voilà, c'est donc la fin de la correction de cette petite activité. Le glucose, étant donné que j'en ai parlé, je vais quand même vous le montrer. Le voici. Donc ça, ici, là, c'est une molécule de glucose. On voit qu'il y a un cycle central ici, sur lequel d'autres atomes sont rajoutés sous forme d'espèce de petites branches. Et ces atomes, d'ailleurs, on va les compter. Alors, j'ai 1 carbone, 2 carbones, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc je sais que la formule, ce sera C6. Les oxygènes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Donc on sera sur du C6O6. Les hydrogènes, je la décale comme ça on les voit bien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc mon glucose ici, ce sera C6O6H12. C'est sa formule. Un glucose, ça a pour formule C6O6H12. Donc ça, c'est du sucre. Alors les sucres, il n'y en a pas qu'un seul, hein. On va en voir quelques-uns en plus. Et donc ici, nous avons du fructose. Alors le fructose, il y a 2 molécules. Alors pourquoi? Le vrai fructose, c'est celui que vous avez ici, que je mets au centre. Mais ce fructose a tendance tout seul en fait à se transformer en cet autre fructose là. Donc le vrai fructose, c'est celui du haut. Mais vu que finalement dans la nature, les deux coexistent et l'un se transforme en l'autre et l'autre en l'un, eh bien on a décidé de prendre les deux et de les appeler les deux fructose. Alors ce fructose,
il tire son nom de là où on le trouve, c'est-à-dire dans les fruits. Effectivement, ce fructose, c'est le sucre que l'on trouve. On voit que les deux sont faits aussi avec des cycles. Ici, on voit ici que là, j'ai 4 carbones reliés à un oxygène. Là, ici, j'ai 5 carbones reliés à un oxygène. Si jamais on voulait compter les atomes, on va faire c'est un peu fastidieux, on se rendrait compte que l'une et l'autre ont exactement le nombre d'atomes. Et donc voilà. Alors, petit détail quand même, je dis que le fructose venait des fruits, certes, ce n'est pas pour autant que c'est un bon sucre. Il est tout aussi mauvais que le glucose, voire même certaines études récentes tendent à montrer que tout seul, hors du fruit, il est encore plus mauvais que le glucose. Donc attention, c'est pas parce que ça paraît naturel ou du fruit, etc., que c'est pour autant bon pour la santé. Et vu qu'on a vu le glucose et le fructose, il nous en manque un, c'est le saccharose. Alors le saccharose, vous voyez qu'elle est bien plus complexe la molécule, mais au final, elle est toujours faite pareil, c'est-à-dire il y a des cycles de carbone reliés à un oxygène avec des ramifications sur lesquelles on trouve des oxygènes liés à un hydrogène. Alors, petit point important sur le saccharose, petit point que l'on va découvrir ensemble, si jamais je stoppe la molécule. Hop, ici, cette molécule en bas, peut-être que les plus perspicaces et ceux qui ont le regard le mieux aiguisé l'ont remarqué, mais elle ressemble à une autre molécule qu'on a vue. Alors ceux qui n'ont pas encore trouvé, regardez, des carbones j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Des oxygènes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Ce qui fait que là j'ai C6O6. Et les hydrogènes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le 12e, il aurait pu se trouver là. Si on a eu ce cas-là, on aurait eu une molécule de glucose. Et ce qui est étonnant, c'est que juste au-dessus, là, cette molécule-là, enfin ce bout de molécule plutôt, nous rappelle étrangement celle du fructose. Et oui, car le saccharose, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un glucose associé à un fructose pour faire une seule et même molécule. Et ce saccharose, c'est le sucre que vous avez le plus souvent vu. C'est le sucre blanc que l'on connaît, que l'on met dans le café ou dans les gâteaux. Si je vais à l'échelle moléculaire, je tombe sur cette molécule-là, la molécule de saccharose. Bien, cela étant fait, on va pouvoir passer à la suite. Donc on est hop, ici au grand 4, les molécules pour expliquer des phénomènes du quotidien. Alors c'est parti, on y va. On commence avec le premier, la dissolution. Alors, voir le TP, émissaire du sucre dissous, vous vous rendez bien compte que le TP, on l'a pas fait et on va pas le faire. Mais en échange, ce que je vous propose à la fin, c'est de réaliser une petite expérience vous-même, ou du moins essayer de monter un petit protocole, et on fera une sorte de correction à la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce petit point-là, ce petit chapitre? Ça nous dit que, voilà, imaginons on a deux tas de molécules. Par exemple, un tas de molécules d'eau et un tas de molécules de sucre. Alors, je précise au passage que les petits triangles et les petits ronds, là, c'est pas vraiment comme ça que sur les molécules d'eau et de sucre, hein. Le sucre, en plus, là, on vient de le voir. L'eau, c'est bon, ça devrait être acquis. C'est juste que c'est plus simple à voir que si je mettais des grosses molécules complexes dedans. Bon, donc on va imaginer que le sucre, ça pourrait être des petites boules et que l'eau des petits triangles, sachant que ce n'est pas du tout le cas. Donc je reprends. On a d'un côté des molécules d'eau et de l'autre côté des molécules de sucre. Donc grosso modo, vous prenez de l'eau et du sucre, vous les mélangez. À la fin, on a ça. Alors là, je vais dire quelque chose de stupide, mais d'après vous, est-ce qu'il y a au début et à la fin la même masse? C'est-à-dire que si je prends mon sucre et mon eau comme ça séparés, que je les pose les deux en même temps sur la balance, est-ce qu'à la fin, j'obtiens la même chose sur ma balance? La réponse est oui. Pourquoi? Eh bien, on voit très bien que les molécules d'eau que j'ai au départ, elles sont toutes là à l'arrivée. Les molécules de sucre que j'ai au départ, elles sont elles aussi toutes là à l'arrivée. Même si je ne vois plus le sucre, ou alors juste un petit dépôt au fond,
Les molécules de sucre n'ont pas disparu, elles se sont juste mélangées aux molécules d'eau. C'est pour ça que vous allez avoir de l'eau sucrée sans pour autant voir les molécules de sucre. Elles sont simplement dissoutes dans l'eau. Je ne les vois plus, pourtant elles sont encore là. Donc on en vient à cette petite formule ici, que je vais expliquer. Alors lors de la dissolution du soluté, je précise que c'est le sucre, dans le solvant, l'eau, la masse totale de la solution correspond à la masse de la solution, qui est égale à la masse du solvant plus la masse du soluté. Oula, il y a des mots complexes. Alors on va y revenir dessus. Dissolution. Bon, dissolution, c'est quand on met un solide dans un liquide. Là, le solide, c'est mon sucre. Le liquide, c'est mon eau. Donc, j'ai bien une dissolution. Le soluté. Le soluté, c'est le solide que je vais rajouter dedans. Donc, dans le solvant, le solvant, en fait, c'est juste le liquide qui va recevoir le soluté. La masse totale de la solution, c'est quoi la solution? C'est l'ensemble soluté plus solvant. Donc, si j'ai du soluté, donc du solide, que je le mets dans un solvant, donc un liquide, l'ensemble des deux, ça sera une solution. Et donc la masse de ma solution, ce sera égal à la masse de mon solvant plus la masse de mon soluté. Il n'y a pas de perte entre avant et après. Les molécules de soluté ne disparaissent pas dans le solvant, mais se mélangent aux molécules de solvant. Ok, j'espère que c'est compris. C'est pas grand chose à savoir, finalement c'est assez logique, mais maintenant il faut le savoir. Bien, alors ça c'est ce que moi je vous dis, et que je vous démontre là par logique. Maintenant, petit devoir que j'aimerais vous donner. Alors il ne sera pas à rendre, je le répète, ce sera juste une petite expérience à faire relativement amusante. Je vous propose donc de démontrer ce que je raconte là avec une vraie expérience. Alors démontrer ou infirmer. En gros, vous allez essayer de voir si ce que je raconte là, même si ça paraît logique, ça se vérifie quand on teste ou si en fait la réalité correspond pas à ce que je raconte. Comment faire? Je vous propose de prendre, alors pas du sucre, mais du sel plutôt, parce que le sel se mélange plus facilement avec l'eau, et surtout parce qu'actuellement c'est plus facile de trouver du sel que du sucre par les temps qui courent. Donc vous prenez du sel, vous prenez de l'eau, et je vous propose de monter une expérience où l'on voit, ou pas d'ailleurs, que si je prends du sel et de l'eau séparés, quand je mélange les deux ensemble, eh bien j'ai le même poids ou non. Enfin la même masse, pardon. Donc voilà ce que je vous propose. Vous allez essayer de trouver une expérience, un protocole donc, qui permet de vérifier cela. Est-ce que quand j'ai du sel et de l'eau séparés, est-ce que leur masse est égale à la masse du sel et de l'eau une fois ajoutés? Je passe donc aux deux. Expansibilité des gaz. Alors au passage, vous avez vu qu'il y a ici un petit QR code et avec un lien pour voir une petite vidéo. Du coup, cette vidéo-là, je vais l'incruster dans la vidéo présente. Mais si vous voulez voir juste la petite vidéo, vous pouvez retrouver le lien dans le document que je vous joins dans le cours. Donc on y va. Alors ce que je propose, c'est qu'on regarde dès à présent la petite vidéo. Donc on a deux ballons, un à gauche, un à droite. Celui de gauche est rempli d'air, celui de droite est rempli d'un gaz roux. Et voilà ce qui se passe quand on met les deux ensemble. Hop, on revient à notre fiche de cours. Alors on voit très bien ici dans le tableau qu'on a affaire au dioxyde d'azote cette fois-ci. Alors dioxyde d'azote, la formule, on est censé pouvoir la trouver tout seul finalement. Pourquoi? Parce que dioxyde, on sait que c'est 2 oxygènes. Azote, on sait que c'est N, donc on a NO2. On a un atome d'azote, 2 atomes d'oxygène. Et le modèle, ce sera celui-là. Si je représente ce qui s'est passé dans la vidéo ici, j'avais d'un côté des molécules d'air. Alors vous remarquez que dans les molécules d'air, finalement, en fait, il y a les molécules de dioxygène et les molécules de diazote. Je rappelle qu'en fait, les molécules d'air n'existent pas parce que l'air, c'est un mélange de dioxygène et de diazote. Donc j'ai bien ici diazote, dioxygène, j'ai un mélange ici qui forme de l'air. De l'autre côté, j'ai mes molécules
de dioxyde d'azote, le fameux gaz roux. Quand j'ouvre la paroi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les molécules qui étaient d'un côté vont se mélanger à celles qui étaient de l'autre. Et à la fin, on n'a plus deux gaz séparés, on n'a plus air et dioxyde d'azote. On a un mélange, un nouveau gaz, composé cette fois de trois molécules. Dioxygène, qui est ici, diazote qui est là, et le dioxyde d'azote. Donc comment expliquer, grâce à cette expérience, que l'on puisse sentir des odeurs loin du point duquel elles viennent? Autrement dit, comment ça se fait que lorsque je suis dans le salon, je puisse sentir les odeurs qui viennent de la cuisine? Euh, alors, bon, du coup, j'avais laissé ici des points pour compléter. Là, on va pas s'amuser à le compléter. La vidéo suffit pour le comprendre. Donc vous, si vous voulez le compléter, vous pouvez. Je ne vous donne pas de phrase toute faite. Le plus intéressant, c'est que vous-même, vous arriviez à l'expliquer et donc à l'écrire ici. Donc, moi, comment j'explique, comment je vais vous l'expliquer plutôt? C'est très simple. Les molécules contenues dans les aliments que l'on fait cuire vont peu à peu se mélanger avec les molécules d'air, comme on a vu ici, et de proche en proche, elles vont continuer à se mélanger avec l'air qui est un peu plus loin, puis l'air qui est un peu plus loin, jusqu'à l'air qui est autour de vous, et cet air-là, vous allez le respirer. Ce qui fait que quand vous sentez une odeur de quelque chose, eh bien, c'est que votre nez capte des molécules de cette chose. Car ces molécules sont mélangées dans l'air, car dans un gaz, toutes les molécules se mélangent. Bien sûr, il y a plein d'exemples. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un parfum, on le sent? Parce que le parfum, une fois qu'on le met sur nous, il ne reste pas sur nous. Du coup, la question, pourquoi est-ce que le parfum, au bout d'un moment, il sent plus? Et tout simplement parce qu'au bout d'un moment, le parfum, il est plus sur nous, mais il s'est mélangé complètement à l'air. Je vous propose qu'on regarde ensemble, du coup, le bilan de cette petite expérience. Dans un gaz, les molécules sont éloignées et éparpillées. Les molécules de plusieurs gaz différents peuvent circuler librement entre elles. On dit que les gaz sont miscibles. Miscible, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ça peut se mélanger. C'est un synonyme de qui peuvent se mélanger. Donc on dit que les molécules qui peuvent se mélanger sont miscibles. Les molécules se dispersent tant qu'il y a de la place. On dit que les gaz sont expansibles. Expansible, ça veut juste dire qu'effectivement, ça se répand tant qu'il y a de la place. Ok? Donc voilà, on a fini avec ce chapitre. Et donc on se revoit la semaine prochaine pour le chapitre suivant sur la combustion.